5 avril 2022, on va se faire quelques vidéos sur l'utilisation du framework Symfony dans sa version 6. Donc, on va commencer par l'installation d'un projet Symfony, ok? Donc, tu te rends sur la documentation de Symfony, et ici, tu as un Getting Started, Setup, Installation. Hop. Technical Requirements. Et du coup, qu'est-ce que l'on voit? Donc, ils te disent que tu dois, you must, avoir PHP 8.0.2 à minima ou des versions ultérieures, ok? Et il doit y avoir ces extensions d'actifs dans ton fichier php.ini, ok? Donc tu peux vérifier quelles sont les extensions actives en tapant dans ta ligne de commande php-m. Ils te disent également qu'il faut avoir le gestionnaire de dépendance PHP Composer. Donc idéalement, tu l'as en version dans sa dernière version. Donc si c'est pas le cas, tu tapes un Composer Self-Update pour l'avoir dans sa dernière version. Ils te disent optionnellement que tu peux avoir la CLI Symfony. Donc moi c'est le cas. Elle te propose des commandes supplémentaires qui t'aident dans ton développement, ok? Donc là, tu as une première commande proposée par la CLI Symfony qui est Check Requirements, donc qui te permet de savoir si tu as bien tous les prérequis pour lancer un projet Symfony. Donc pour créer une application Symfony, tu as donc la version avec la CLI Symfony, Symfony New, hop, le nom du répertoire dans lequel tu veux stocker le projet, et le flag Web App. Donc Web App, du coup, c'est pour créer une application web, donc avec le maximum de dépendances. Sinon, tu as la version API, donc tu ne spécifies pas le flag Web App et tu auras beaucoup moins de dépendances installées. C'est le choix que l'on va faire ici pour installer au fur et à mesure les différentes dépendances dont on aura besoin. Tu as également la version avec Composer, hein, donc à l'ancienne. Donc c'est un peu plus verbeux, mais au final tu auras exactement les mêmes fichiers, hein, que tu passes par ces lignes de commande là ou celle-ci. Ensuite, hop, tu peux lancer à l'issue un PHP bin console about, donc qui te donnera quelques informations sur ton projet et sur ton installation. On le verra ensemble avec plutôt la commande Symfony console about. Ensuite, ici, ils te disent que tu peux lancer un serveur de développement via la commande Symfony server start, qui va t'ouvrir du coup une URL sur HTTP localhost sur le port 8000, et du coup, tu pourras facilement développer de la sorte. Ok, pas besoin d'avoir un serveur HTTP type Apache, Nginx ou Kadi pour commencer. Bien sûr, en production, tu n'utiliseras pas ce serveur de développement, ok? Les paquets, donc là il nous parle de paquets, donc voilà, avec Composer Require. Tu peux installer des packs, donc c'est, hop, ici. Des packs, c'est tout simplement plusieurs paquets, hein, qui sont dans un pack. Et ensuite, ce pack, lorsque tu requiers ce pack, il installe les différentes librairies, ok? Là, tu peux checker si jamais l'une de tes librairies installées a un souci de sécurité qui est connu de la base de données Symfony, ok? Donc si jamais c'est le cas, ben, tu te dépêches de le retirer, hein. Les versions LTS, donc là, on va pas installer de version LTS, on va partir sur une latest version. La démo, j'en ai déjà parlé dans les vidéos de la série Symfony 5, on va pas reparler de ça. Et ensuite, là, on va aller sur le lien du local web server. Donc là, hop, comment lancer le serveur, on en a déjà parlé. Ici, si tu rajoutes le flag D, du coup, ça permet de garder ta fenêtre
de terminal pouvoir continuer de l'utiliser, et surtout ça n'affiche pas les logs dans le terminal, ok. Pour activer TLS, donc avoir des URL en local avec HTTPS, tu peux lancer la commande Symfony Server CA install qui va te générer un certificat local pour utiliser HTTPS, ok. Donc bien sûr, c'est uniquement pour le développement également. Là, si jamais tu as plusieurs versions de PHP installées sur ta machine, admettons que tu as 7.4, 8.1, et que tu veux utiliser une version spécifique, eh bien, ils te disent que tu peux taper la commande echo, le numéro de version, le petit chevron et .php version. Donc en gros, ça va te créer un fichier .php version à la racine de ton projet avec ton numéro de version que tu souhaites utiliser pour ce projet-là en particulier. Attention, moi, sous Windows, ça me génère un fichier encodé en UTF-16. Or, il te faut avoir un fichier encodé en UTF-8 impérativement, sinon ça ne fonctionnera pas, ok? On le verra ensemble tout à l'heure. Donc ensuite, tu peux vérifier du coup les versions de PHP qui sont reconnues par Symfony et laquelle est utilisée, ok? Donc avec la commande Symfony local PHP list. Tu peux également override des paramètres du coup de PHP ini en créant ton propre fichier .php ini à la racine de ton projet. Et là par exemple il te montre comment du coup override la time zone. On le verra encore tout à l'heure, ceci. Tac tac tac, local domains, les proxys. Stopper le serveur, donc du coup tu peux stopper le serveur en lançant la commande Symfony server stop. Là il te parle de Docker, on va pas l'utiliser. Hop hop hop, et voilà. Bon allez, on a fait le tour. Après je te recommande vivement de venir y mettre ton nez dans la documentation et d'y passer un peu plus de temps, ok. Hop, je remonte là-haut, ok. Allez, on change de vue, hop, je passe ici. Donc là, j'ai un dossier nommé SF6, et c'est dans ce dossier que je veux directement télécharger les différents composants du skeleton, ok. Donc du coup, pour ce faire, je vais taper Symfony, New, et là, je vais mettre le flag dir, hop, pour lui dire utilise le dossier courant, ok. Donc là je tape entrée, donc du coup il va tout simplement me télécharger les différents composants d'un Symfony skeleton, et non pas d'un website skeleton, mais je le répète, d'un skeleton, directement dans notre dossier courant SF6. Si je n'avais pas tapé ici -dir, si je n'avais pas mis ce flag, et que j'avais mis le nom de dossier, il m'aurait créé un dossier Toto avec tout ceci à l'intérieur de Toto, ok. Alors, on va reparler un peu de la structure. Donc là, tu as premièrement un dossier bin, donc qui contient un binaire console, donc qui te permet de lancer différentes commandes. Tu as un dossier config, donc là très important, qui contient la configuration du coup du framework. Donc là, on a installé un skeleton, il n'y en a pas beaucoup de fichiers de configuration par défaut, mais ça va grossir au fur et à mesure qu'on va installer des paquets, ok. Donc dans un web app, bien évidemment, tu as beaucoup plus de fichiers. On y reviendra tout à l'heure. Hop, je réduis ça. Public, c'est tout simplement le dossier que tu vas exposer, et dedans figure par défaut index.php qui est le front controller, ok. C'est par lui que passent toutes les requêtes. C'est lui qui gère le dispatching aux différents contrôleurs. Ensuite, src, c'est tout simplement ton code source. Donc, par défaut, tu as un dossier contrôleur qui est vide, enfin qui contient un gitignore que l'on va supprimer. Hop. Et tu as également un fichier kernel, donc ça c'est le noyau, c'est le chef d'orchestre de ton application. Ensuite, tu as un dossier var, donc c'est dedans que vont avoir lieu des cycles fréquents d'écriture.
Donc du coup, dans le cache, par défaut, tu vois qu'il y a déjà des fichiers dedans, mais tu auras pas mal de choses mises en cache, des métadonnées et compagnie, des choses que toi-même tu peux mettre en cache, à la demande. Et tu as un dossier log où figureront du coup les logs de ton application à partir du moment qu'on aura des requêtes. Okay, tu as un dossier vendor donc où figurent les différentes librairies. Donc, tu vois Bean, Composer, le PSR, Symfony. Donc ça c'est tous les composants de Symfony. Donc là, comme je le répète, sur un skeleton, on a le moins de dépendance possible. Dans un web app, ici, ce dossier Symfony serait plus important. Okay, fichier d'autoload, un fichier .env. Donc dedans ce fichier .env, il ne faut pas définir de variable sensible, okay, parce que ce fichier est commit. Okay, donc là ils te le disent en ligne 11 qu'il ne faut pas commit, il ne faut pas mettre de données sensibles dans ce fichier. A l'inverse, du coup, tu peux ici créer des fichiers qui vont stocker tes variables d'environnement, et on voit que le fichier le plus fort c'est un .env, ensuite le nom de ton environnement et ensuite .local. Hop là, attention. Bon, c'est qu'un commentaire, hein, mais en gros, en faisant un .env, .dev, .local, ça va override, donc ça va écraser toutes les valeurs des autres types de fichiers. Donc ça sera le fichier prioritaire, ok? Et lui, ce fichier ne sera pas commité. Donc, si tu regardes dans le .gitignore, tu vois que le .env.local, le .env.local.php, donc le .env.local.php te permet, lui, d'avoir du coup tes variables d'environnement dans le cache ensuite. Hein. Et ensuite, .env. Mais du coup, l'environnement, .local, n'est pas commit non plus. Et tu as également le dossier var, le dossier vendor, et ces deux dossiers-là qui ne sont pas commit non plus. Donc vendor, c'est logique, hein, parce que c'est grâce au composer.json dans lequel sont listés les différents paquets ici dans require, ainsi que dans require dev, bon, pour l'instant il n'y a rien, que du coup, via la commande composer install, il va tout simplement installer les différents paquets. Donc ça sert strictement à rien de committer vendor. Okay, ensuite, composer.log, bah, tout simplement les versions exactes de tes différentes librairies. Hop. Et un symfony.log, donc complémentaire. Donc ici, on va taper notre première commande qui va être Symfony console. Hop là, excuse-moi. Console about. Donc là, on voit que du coup, ça a installé par défaut la latest, donc qui est 6.0.7 à ce jour. Ce n'est pas une LTS. Et sa fin de maintenance est prévue pour janvier 2023. Donc d'ici là, il faudra avoir passé le projet en 6.1. 6.1. Parce que, attends, on est en avril, donc là, ça va passer en 6.1 de toute façon en mai, et après, ça sera 6.2 en novembre. Donc oui, d'ici là, on sera toujours en 6.1. L'environnement, donc on est en dev par défaut, le debug est actif, le charset c'est UTF-8, on a nos différentes localisations pour le cache et le log. On voit que je suis en PHP 8.1.4 sur le projet là, actuellement. Et OPCache est actif, ok? Donc, maintenant, si je tape la commande Symfony list, ça va me lancer toutes les commandes disponibles via la CLI Symfony. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les commandes du namespace local. Et on va lancer déjà un local .php:/list. Symfony local php list. Donc là, on voit que j'ai deux versions de PHP.
la 8.1.3 et la 8.1.4 qui est actuellement utilisée. Donc c'est ma version par défaut, hein, c'est celle qui est prioritaire dans mes variables d'environnement système. On voit ici avec la petite étoile. Et on voit que c'est celle-ci qui est utilisée dans le projet parce qu'elle est surlignée ici. Ils te disent que tu peux contrôler la version utilisée dans un dossier en particulier en créant un fichier .php-version qui contient le numéro de version de PHP que tu souhaites utiliser. Donc on va faire cela. On revient sur la documentation. J'en ai parlé tout à l'heure. C'était dans Symfony Local Web Server. Selecting a different PHP version. Et donc, on va prendre cette ligne de commande là. Hop. On revient ici. On vient la coller. Et on va dire qu'on veut utiliser PHP dans sa version 8.1.3. Je fais entrer. Ici, à la racine a été créé un fichier .php version. Je viens dessus. Tu vois bien la version 8.1.3. Si maintenant, je fais toujours un Symfony list, j'ai une commande qui s'appelle local.php.refresh qui va mettre à jour les versions de PHP disponibles. Donc Symfony local PHP refresh. Donc c'est bon. Et là on relance Symfony local PHP list. Et tu vois que je suis toujours en version 8.1.4 malgré qu'on a créé ce fameux PHP version avec la version 8.1.3. Pourquoi c'est le cas? Parce que tout simplement ici, si tu regardes en bas, tu vois que le fichier il a été encodé en UTF-16. Donc j'en ai parlé en début de vidéo il me semble. Et il faut impérativement l'encoder en UTF-8. Donc ici je vais sélectionner Save with Encoding et je vais sélectionner UTF-8. Je vais relancer le local PHP refresh et je vais relancer local PHP list. Et à présent, qu'est-ce que tu vois? La version utilisée est la version 8.1.3. Tu vois ici ils te le disent qu'elle est sélectionnée à partir du fichier .php version. Ok? Alors qu'ici, juste avant, quand le fichier .php version était encodé en UTF-16, il récupérait la version de PHP directement via la variable d'environnement path. Et vu que 8.1.4 est prioritaire dans ma liste, c'est la première qui est retrouvée dans la liste des variables d'environnement, ça prenait 8.1.4. Donc très attention à ça, attention à l'encodage. Hop. Tu peux également faire un Symfony PHP-V. Donc en mettant Symfony avant PHP-V, du coup, ça va vraiment sélectionner la version qui est utilisée dans ton projet. Donc ici, on voit PHP 8.1.3. Et du coup, si je tape uniquement PHP-V, tu verras PHP 8.1.4. Donc ça, c'est ce qui est en global via ma variable d'environnement path. Ok? Donc voilà la nuance. Je refais. Hop. Tu vois, c'est pas la même. Hop. De quoi on peut parler du coup? Je pense que j'ai fait le tour. On va lancer le serveur de développement. Donc en tapant Symfony serve-d pour ne pas afficher les logs. Et ça devrait du coup nous lancer, voilà, nous lancer un serveur sur 127.0.0.1 sur le port 8000. Et ici tu vois que j'ai HTTPS parce que j'ai lancé la fameuse commande. Du coup, hop, je reviens là. La fameuse commande, voilà, enabling TLS, celle-ci. Donc du coup j'ai le certificat local. C'est pour ça que je suis sur HTTPS. Sinon, tu seras sur HTTP si jamais tu n'as pas lancé cette commande-là au préalable. Hop, je reviens là.
Donc là, ils te mettent un warning, hein, ils te répètent que du coup, ce web server est optimisé pour le développement local et ne doit jamais être utilisé dans un environnement de production. Ok, c'est important. On va se rendre sur 127.0.0.1 port 8000. Donc j'ai ici cette URL, tac. J'actualise. Et donc par défaut, tu arrives sur une jolie page comme ça. Parce que, en fait, c'est tout simplement une page d'erreur 404, hein, par défaut, de Symfony, qui t'est présentée sur l'URL root, ok? Sur la racine de ton projet, ils ont mis un listener pour t'afficher une page spécifique, ok? Donc tu y retrouveras différents liens. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est j'aimerais bien qu'on affiche la Web Debug Toolbar et qu'on ait accès au profiler, ok? Et donc comment on va faire cela? Parce que là, par défaut, on l'a pas, hein. Si tu regardes en bas, on l'a pas. On l'a pas parce que, pour rappel, on est sur un skeleton. Donc pour l'installer, on peut taper Composer, Require, je crois que c'est Symfony Debug Pack. Hop là. Donc du coup, hop là, ça nous installe 12 paquets. Donc là, tu te dis peut-être, pourquoi 12 paquets? T'as tapé juste une commande, ça devrait installer un seul truc. Non, non. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je crois, ça a installé un pack. Donc un pack, ça contient plusieurs dépendances. Et si on vient voir le composer.json, ici, hop, tac, 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 donc oui, il y a des nouvelles choses qui sont apparues, et du coup, on ne voit nulle part Symfony Pack. Donc là, le require dev, voilà, il a basculé en bas, tout à l'heure, je le cherchais, il était juste ici, et il a basculé en bas. Donc on voit qu'on a des dépendances dans require dev à présent, donc qui seront uniquement présentes dans l'environnement de développement. Donc faire très attention à ça, ne pas laisser traîner, ne pas mettre en ligne sur un serveur distant en environnement de développement. On a eu le cas plusieurs fois sur Discord où des développeurs ont laissé pour tester en environnement de développement et partager leurs liens, et du coup on avait accès à leurs credentials, à leurs variables d'environnement et tout ce qui va bien. Donc attention, ne jamais faire ça. Donc voilà, on ne retrouve pas donc la ligne Symfony Debug Pack dedans, tu vois que ça a été dépacké. Et du coup, tu te dis peut-être pourquoi 12 paquets? On va aller voir ça ensemble. Hop, on va taper Symfony Debug Pack. On va se rendre sur Packagist. Et donc on voit que ici, pour la commande Composer Require Symfony Debug Pack, il y a des paquets de requis. Il y a le Debug Bundle, il y a le Monologue Bundle et il y a le Profiler Pack. Donc si tu installes ça, si tu n'as pas ces paquets-là, ça va les installer. Donc c'est ce qui s'est passé. On regarde ici, on a bien le Monologue Bundle qui a été installé. On a bien le Profiler Pack qui a été installé. Et on a bien le Debug Bundle qui ont été installés. Donc là, ça fait 4 paquets sur 12. Donc il y en a encore 8. Donc mince, pourquoi il y en a 8 autres? Eh bien tout simplement, chacun de ces paquets, ils requièrent eux-mêmes des paquets. Si on vient sur Debug Bundle, il nécessite TwigBridge. TwigBridge, lui-même nécessitant Translation Contracts et TwigTwig, ok? Donc si on revient là, on a donc TwigBridge qui a nécessité TwigTwig et qui a nécessité Translation Contracts ici. Donc voilà comment ça fonctionne. On part d'un seul require ici et au final on se retrouve avec 12 paquets parce que chacun nécessite des dépendances qui sont installées automatiquement comme par magie via Composer, ok?
Donc, ça a exécuté des recettes. Donc, des recettes, c'est tout simplement des fichiers JSON qui spécifient ce qui doit être effectué lorsque l'on installe un paquet. Donc ça, c'est fait via Symfony Flex, qui est présent depuis, je crois, Symfony 3.4 ou Symfony 4.0, je sais plus, je pense 3.4. Et du coup, si on va voir dans Packages, donc config Packages, on voit qu'on a des nouveaux fichiers de configuration qui sont apparus. On a debug.yaml, donc pour utiliser le vardumper, le composant vardumper, on a quelque chose qui est apparu ici, donc avec la commande server dump. On a monologue, donc pour paramétrer du coup les fichiers de log. Si jamais tu veux en créer des fichiers spécifiques à certains channels que tu voudras écouter. On a un fichier twig.yaml, donc ici qui spécifie le default path. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Et on a un fichier web profiler. Donc est-ce que tu veux intercepter les requêtes? Est-ce que tu veux afficher la toolbar? Et ça c'est when dev, donc quand tu es en environnement de dev. Et quand tu es en environnement de test, tu ne veux pas afficher la toolbar, ça sert à rien. Et tu ne veux pas intercepter les requêtes, ok? Tu veux pas collecter également les informations, bref. Hop. Tu as le fichier bundles.php qui a été modifié. Donc dedans, ici, tu retrouves les différents bundles qui sont installés et pour quels environnements ils sont actifs. Tu vois que Framework Bundle, c'est tous les environnements. Hop. Ça m'a ouvert un truc. Je le ferme. Tac. Twig Bundle est exactement pareil. Par contre, le Web Profiler Bundle, attention, c'est que en dev et en test qu'il est actif. Surtout pas en prod. Monologue Bundle pour tout le monde et Debug Bundle uniquement en dev. Ok. Hop, service.yml n'a pas été touché pour l'instant. Route non plus. Voilà pour les fichiers qui ont été modifiés. Donc ça, c'est via les recettes que cette magie s'opère. Ok. Tu as un dossier templates qui a été généré, du coup, du fait de l'installation du composant Twig. Dedans, tu as un fichier base.html. .twig, on y reviendra dans une seconde vidéo. Donc, maintenant que l'on a installé ce fameux debug pack, on va voir, du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de notre page d'accueil ici. Si on actualise, boum, comme par magie, tu as une petite barre noire qui est apparue en bas. Donc tu retrouves des informations en survolant le logo de Symfony ici, avec la version. Tu vois que l'environnement il est en dev, le debug est actif, et la version PHP est bien 8.1.3 et pas 8.1.4, ok. Hop, là tu as des données. Ça nous intéresse pas ici. Là, tu as le temps de rendu du template Twig qui est présent ici. Donc ça a mis 5 millisecondes. Il a appelé 8 templates différents. Donc si on clique dessus, tu vois les différents templates qui ont été appelés. Et du coup, le temps mis par chacun d'entre eux. Ok. Donc là, sur les 5.26 millisecondes de temps de réponse, voilà, ce template là aura mis 2,69, ok. Donc ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Hop, je vais revenir en arrière. Là tu as une icône donc qui est en rouge. Donc, quand c'est en rouge bien évidemment il faut s'en préoccuper. Donc si tu cliques dessus, tu vois que ça te met directement sur les logs d'erreur. Et là tu vois que tu as un log d'erreur. Et tout simplement, il te dit que tu n'as aucune route qui a été retrouvée pour l'URL racine. C'est normal, nous n'avons pas encore créé de contrôleur. Donc ça, c'est tout à fait normal. Hein. Comme je t'ai dit, c'est une page d'exception qui a été stylisée par Symfony, ça. Donc là, tu as le temps de réponse total, donc 78 millisecondes. Et là, du coup, le code d'erreur, 404 not found, ok. Donc si on revient dedans, ici tu es donc dans le profiler, tu as un onglet request response, donc tu vas avoir les différents paramètres
qui sont passés dans la requête effectuée. Tu vas avoir ici la response, donc les différentes valeurs, les différents headers qui sont présents dans la réponse, les cookies s'il y en a, la session, les messages flash s'il y en a, et les paramètres de ton serveur, ok? Ensuite, tu as un onglet performance, si jamais tu veux voir concrètement quel listener, quelle partie de ton application met le plus de temps à répondre lors d'un cycle de vie HTTP, ok? Tu as ici une page exception, donc c'est si jamais tu as une exception qui est retournée, tu auras plus d'informations en cliquant dessus, ok? Donc ça c'est très important dans le debug. Et du coup ici l'exception est normale parce que on n'a pas le routeur listener n'a pas retrouvé de route pour l'URL racine, donc slash, ok? C'est tout à fait normal, hein. Mais grâce à cet onglet, tu pourras débugger, du coup, comprendre un peu plus facilement les choses. Log, on en a parlé. Events, c'est les différents listeners qui sont appelés ou pas appelés. Et comme ça, tu peux voir les différents. T'en as de kernel request, kernel exception, kernel response, kernel finish request, kernel terminate. Et tu pourras, bien évidemment, en avoir d'autres, listeners greffés sur ce cycle de vie de la requête HTTP, le cycle de vie HTTP, si tu crées tes propres listeners, ok? Donc là, c'est ici que tu pourras avoir des informations. Routing, tout simplement le routeur, donc ici, il te dit qu'il n'a pas retrouvé de route. Donc le chemin qu'il a cherché à match, c'est le slash. Et du coup, il a cherché dans cette liste de routes et il n'en a trouvé aucune. Ok? Donc ça, c'est important, cet onglet, notamment si du fait que tu mettes ici une variable, si jamais ça match avant une autre URL que tu voudrais. Ok? Donc ça, c'est important ici parce que tu verras, en fait, le routeur, il va s'arrêter sur la première URL qui match. Donc du coup, si dans les routes de ton contrôleur, tu as un mélange et que du coup une route est match avant l'autre, mais du coup tu le sauras, tu auras potentiellement des bugs et tu le sauras en te rendant sur cet onglet routing parce que tu verras ici que telle route a été match avant celle que tu voulais. Ici, le cache, donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'appel au cache qui ont été réalisés, mais par la suite, si jamais tu utilises du cache, tu pourras te rendre compte des appels qui sont effectués via le cache et non pas via, par exemple, une requête API. Récupérer des données, au lieu de la récupérer constamment en refaisant des appels API, tu pourrais stocker le résultat de l'appel API dans le cache et du coup récupérer ces informations via le cache. Okay, donc on verra ça plus tard, dans la seconde vidéo d'ailleurs. Twig, on en a parlé. Debug, donc ça c'est si jamais tu utilises des dumps dans tes contrôleurs. Tu pourras ici, dans la Web Debug Toolbar, tu auras cette petite icône qui apparaîtra. Et en cliquant dessus, tu arriveras donc ici et tu verras les différentes variables qui ont été dumpées, ok? Donc en gros c'est un var dump stylisé. Et configuration, on retrouve voilà, les données qu'on a pu voir dans Symfony Console About, c'est exactement les mêmes données. Et les bundles qui sont actifs. Settings, enfin ici, tu peux sélectionner du coup la couleur que tu veux. Donc là c'est en auto. Si je fais light, ça change rien. Et si je mets dark, par contre, ça me met ça en dark. Donc moi j'ai aucun problème avec le light, je le laisse en light. Hop, je reviens du coup, ici. Et on va arrêter cette vidéo sur ce point, je pense. On a parlé vraiment de l'initialisation d'un projet et de l'installation
du Web Profiler et de la Debug Toolbar qui te permettent vraiment d'optimiser ton développement en comprenant plus facilement les problèmes de performance ou de bug. Ok, donc je te dis à la prochaine. Je sais pas à quel rythme je tournerai des vidéos, hein. J'ai pas de rythme prédéfini. Ce sera peut-être une vidéo par semaine, voire une vidéo tous les 10 jours, j'en sais rien. Mais voilà, on va y aller tranquillement. Et surtout le but c'est de comprendre chaque chose qui est faite, chaque chose faite, comprendre parfaitement pourquoi ça fonctionne en fait, quoi. Ok, donc c'est pour ça qu'on part sur un squeletton. Allez, sur ce, à la prochaine. Tchuss.